L'Amérique de Joe Biden est le grand vainqueur de cette guerre en Ukraine. C'est la couverture du magazine L'Express de cette semaine. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, chef du service éco à l'hebdomadaire. Que ce soit en matière de gaz, de GNL dont on parle de plus en plus, d'armes, de céréales, pour vous c'est l'oncle Sam qui a raflé la mise depuis le début de l'année. Vous ne versez pas dans l'anti-américanisme primaire quand même, Béatrice? Non, pas du tout. Alors, surtout pas dire que tout ça a été prémédité, c'est pas du tout ça. Mais on est juste factuel et on regarde en fait ce qui est en train de se passer. On regarde la séquence qui s'est écoulée depuis maintenant 9 mois. Et comme vous l'avez dit, que ce soit sur le plan énergétique avec le GNL, sur le plan industriel, industrie militaire, et même sur le plan de la compétitivité industrielle avec ce qui a été annoncé aux États-Unis cet été, et donc les possibles vagues de délocalisation européenne vers les États-Unis, l'oncle Sam, c'est le grand gagnant de la séquence. Donc ils ont aujourd'hui des gains géostratégiques, économiques, militaire et politique indéniable. L'administration Biden, donc, derrière. Juste, on va reprendre point par point, Béatrice. Sur le gaz liquéfié, l'industrie américaine, on le voit de loin, mais en même temps, on en est les principaux bénéficiaires en Europe, enchaîne les contrats. C'est vraiment une très bonne affaire pour les Américains? C'est une très bonne affaire pour eux. Alors, c'est vrai que dès le début en même temps, c'est grâce à eux qu'on va se chauffer aussi. Bien sûr. Mais au prix fort. Mais au prix fort. Alors, dès le début de la guerre, il y a eu une rencontre qui s'est faite entre Joe Biden et Ursula von der Leyen en mars dernier, où là, Washington s'est engagé à fournir 15 milliards de mètres cubes de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, supplémentaires au marché européen. Pour eux, c'est en réalité presque un don du ciel, parce que ça fait des années, on pourrait même dire des décennies, que les États-Unis cherchaient en fait à couper le cordon du gaz entre la Russie et l'Europe. Et là, par l'action de Poutine, finalement, naturellement, l'Europe s'est retournée vers l'Amérique. Et donc, quand on regarde les chiffres, sur le premier semestre 2022, les exportations de GNL, tous pays confondus américaines, ont progressé de 20%, et quasiment les 2/3 ont pris le chemin de l'Europe. Il faut dire que l'Amérique a un potentiel considérable, d'abord parce qu'il y a un consensus politique pour aller encore plus loin dans le gaz de schiste, ensuite parce qu'ils ont un réseau de gazoducs très très étendu, c'est même le plus étendu de tous les grands pays, et parce qu'ils investissent énormément dans des terminaux de liquéfaction. Donc on a regardé ça d'un petit peu plus près. Donc aujourd'hui l'Amérique, elle compte 8 terminaux de liquéfaction, il y en a 5 qui sont actuellement en construction, 12 qui ont été approuvés, mais dont les travaux n'ont pas encore débuté, et 8 permis qui sont encore en train d'être instruits. Donc on voit bien qu'ils sont en train d'investir massivement dans le GNL, et effectivement ils exportent ce gaz qui est vendu au prix européen. Donc ils le produisent en fait avec du gaz de schiste à des prix très 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 bas, même s'il y a il faut le liquéfier, le transporter, et puis il y a le coût du transport. Mais il n'empêche que les prix aujourd'hui du gaz en Europe, puisque ce sont des marchés régionalisés, à la différence des marchés pétroliers, ce prix du GNL arrive en Europe au prix européen, et donc il y a un gap qui est considérable. Produire au coût américain, vendre aux tarifs européens, c'est la culbute, en gros. Ah oui, là c'est la culbute. L'Europe, de facto, passe d'une dépendance à la Russie à une dépendance aux États-Unis. Vous me direz c'est mieux a priori, mais quand même, ça reste une dépendance. Bien sûr. Sur le gaz, je parle. Sur le gaz, bien sûr, sur le gaz, oui. Où on voit bien que les approvisionnements, évidemment, de gaz de GNL américains ont énormément progressé et vont rester très élevés dans les années qui viennent. Ouais. L'Europe, Béatrice, alors on va passer rapidement là-dessus, mais il faut le dire aussi, qui sort affaiblie et divisée. Et on le voit bien encore sur le plafonnement du prix du gaz. Oui, tout à fait, puisqu'il y a dans les brouilles, et notamment dans la brouille franco-allemande, il y a cette question du plafonnement des prix du gaz et de la reconstruction du marché européen de l'énergie. Il y en a un autre aussi qui est le sujet militaire, où là aussi on peut dire que les États-Unis sont gagnants. Pardon, sur quel sujet? J'ai pas entendu.
Sur le militaire, hein. Il y a une brouille franco-allemande sur le militaire. Évidemment. Les marchands d'armes américains, et c'est le deuxième point, qui se frottent les mains quand on vous lit, parce qu'en fait, les missiles et lance-missiles qui ont fait le succès de la contre-offensive ukrainienne sont des missiles, c'est ça, américains? Ce sont des missiles. Alors c'est vrai qu'à chaque conflit, à chaque grande guerre, il y a son arme. Hein. Et là, dans le conflit en Ukraine, ce sont les HIMARS. Alors les HIMARS, ce sont des missiles guidés par GPS qui permettent d'atteindre des cibles qui sont situées à des dizaines de kilomètres avec des précisions de quelques centimètres. Et les javelines. Alors les javelines, c'est des lance-missiles qui sont capables de percer le blindage de n'importe quel char. Alors entre les HIMARS et les javelines, ils ont fait un malheur. Ils expliquent en fait en grande partie le succès de l'armée ukrainienne sur le terrain. Alors, les javelines et les HIMARS, ils sont fabriqués par Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est le plus gros fabricant d'armes de la planète. Alors, quand on regarde un peu les classements des plus grands fabricants d'armes, on a Lockheed Martin en premier, deuxième Raytheon Technologies, troisième Boeing, quatrième Northrop Grumman et cinquième General Dynamics. En fait, les États-Unis creusent déjà les 5 premières places dans le classement mondial des plus grands fabricants d'armes. Et aujourd'hui, tous les pays qui se réarment, notamment en Europe, passent commande aux États-Unis et puis aussi achètent ce qu'on appelle dans le secteur militaire, ils achètent sur étagère. Et donc l'industrie militaire américaine tourne à plein régime à la fois pour reconstituer les stocks. Oui, parce que, pardon, je vous coupe, Béatrice, c'est ma question. Ces missiles antimissiles et lance-missiles américains, ils ne sont pas vendus à l'Ukraine, ils sont donnés à l'Ukraine. Oui, mais voilà. Et puis par ailleurs, il y a des États qui, pour se réarmer, font des achats sur étagère, c'est-à-dire dans un stock, puisent dans le stock presque de l'armée américaine. Donc là, l'armée américaine doit aujourd'hui reconstituer son stock. Et puis après, vous avez des commandes de long terme. Des commandes de long terme, on a beaucoup parlé des F-35 américains commandés par l'Allemagne, mais il n'y a pas que ça. Les États-Unis ont mis $1 milliard pour des systèmes de défense antimissiles. L'Estonie a commandé cet été 6 systèmes HIMARS et 1 missile balistique. La Bulgarie, elle aussi, a décidé de gonfler sa commande d'avions de combat F-16. Donc l'industrie américaine aujourd'hui, elle croule sous les commandes. Le problème, c'est qu'elle est face à des contraintes de production considérables. Donc tout le monde ne sera pas livré en même temps. Bon, il nous reste, et d'ailleurs on va voir au passage la couverture de cette semaine, sur les céréales. Voilà, grand gagnant de la guerre. Aussi sur les céréales, les Américains ressortent renforcés. Ils sortent renforcés aussi sur le maïs. Parce qu'on était très dépendant du maïs ukrainien. Les récoltes ont été moins abondantes que prévu, effectivement parce que les semis ont été un petit peu perturbés. Et donc, les producteurs américains sont aussi en train de shifter, de modifier en fait leurs exportations, parce que eux, ils ont une très grosse capacité de production. Il faut voir que les États-Unis, c'est le premier producteur mondial de maïs, et ils commencent aussi à se dire, on va pouvoir approvisionner l'Europe en maïs. Le problème, par rapport au maïs c'est qu'il est génétiquement modifié. C'est du maïs OGM. Donc, ça a de quoi évidemment relancer la polémique, notamment sur l'alimentation animale. Avant de se quitter, Béatrice, on aurait dû en parler au moment où on a évoqué le gaz et l'énergie au sens large. On sait qu'aux États-Unis, l'énergie est bon marché, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'Europe. Et ça devient un aimant à délocalisation parce que beaucoup de boîtes se disent tiens, plutôt que de lancer une nouvelle usine en Europe, on va aller aux États-Unis parce que ça coûte moins cher en termes d'énergie. Oui, parce qu'on est rentré quand même dans une sorte de nouvelle phase aussi de la mondialisation. Pendant les 20 dernières années, l'élément déterminant dans la localisation des activités, c'était le coût de la main-d'œuvre. Et là, on arrive à un nouvel élément déterminant qui est le coût de l'énergie. Et évidemment, avec tout ce qu'on a dit, et notamment le prix du gaz de schiste qui est très peu cher, fait que le prix de l'électricité aussi est peu cher. Donc le coût de l'énergie est c'est quoi? Je n'ai pas les chiffres, c'est quoi? 3 fois, 5 fois moins cher là-bas? Oui, c'est ça, c'est entre ça dépend un peu mais c'est entre 3 et 5 fois moins cher que ce qui peut être fait aujourd'hui en Europe. Et ça, c'est de façon durable.
Donc vous avez effectivement l'Amérique aujourd'hui attire des investissements industriels et donc c'est des grandes questions qui se posent aux États-Unis. Récemment, c'est le patron de BASF qui disait, compte tenu du poids de l'énergie, puisque BASF, en fait, c'est le plus gros consommateur d'énergie de l'Allemagne, il disait, nous, dans le contexte actuel, on réfléchit très sérieusement à localiser ailleurs une partie de nos activités, et ce ailleurs, c'est les États-Unis. Et quand vous rajoutez là-dessus... le plan Biden. Voilà, le plan de Biden, cet acronyme, IRA, c'est-à-dire Inflation Reduction Act, qui est en fait un énorme plan qui vise à limiter le choc inflationniste et à accélérer la décarbonation de l'économie. Et ça, tout ça se fait à énormément de coûts de subventions considérables pour financer des investissements industriels verts. Et donc, on peut avoir une incitation en plus à des industriels à s'installer sur place aux États-Unis pour bénéficier des subventions. Les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre en Ukraine, c'est la couverture cette semaine du magazine L'Express. Merci Béatrice. Merci David. Bonne journée.